Premier devoir, alors j'ai oublié de vous dire, oui, les devoirs s'appelleront ateliers de mémorisation. En fait, de même, les cours, il n'y a pas de cours, hein, d'abord parce que je ne suis pas prof, donc je ne donne pas de cours. Donc ce qu'on a fait en cassette, la première cassette qu'on a fait, c'est une cassette qu'on va appeler atelier de compréhension, où il y aura des rappels de cours. Hein. Mais on va travailler sur exercice. Donc il y aura atelier de compréhension, ce qui pourrait se rapprocher de l'idée du cours, et ensuite suivra toujours une cassette, atelier de mémorisation, qui pourrait correspondre au devoir. Hein. Voilà, donc le devoir, je vous l'ai donné, je décide de commencer par la fin, hein. C'est-à-dire par l'examen visuel. Hein. Donc, examen visuel, on avait une question, la première question, donner l'intervalle de définition de f de x, pour ce que l'on en voit. Hein. Parce que n'oubliez pas que f de x, hein, on la regarde là, Madame Yashita, oui, si vous arrivez à prendre tout le graphe, reculez-vous un petit peu plus, voilà, comme ça, et là vous aurez sûrement tout. Hein. Pour ce qu'on en voit, on ne voit que ça de f de x. En fait, f de x continue peut-être, hein, mais on nous montre que cette portion-là. C'est donc sur cette portion-là qu'on va discuter, hein, et c'est tout. Bien, alors, on retrouve le repère orthonormé, hein, Madame Yashita, hein, on retrouve le repère orthonormé avec l'axe des x, hein, et l'axe des f de x, de tout ce qui est fonction de x, f de x, h de x, g de x, hein, tout ce qui est fonction de x. Bon, en fait, ce repère orthonormé OIJ, hein, bon, il est orthonormé, donc orthogonal. On retrouve l'orthogonalité, hein, nos deux droites sont perpendiculaires, et normé, il y a une norme. Hein, une norme qui est la même. Hein. C'est-à-dire que cette petite distance, par exemple, qui va correspondre à 1, bon, eh bien c'est la même distance qui va correspondre à 1 sur l'axe des f de x. Hein. Alors, donc ces axes-là nous servent d'échelle pour mesurer. Ainsi, si je prends l'axe des x, je pars, Madame Miyashita, je pars de moins l'infini, hein, j'ai tous les x ici, on arrive à x égale 0, et je continue, et les x vont vers plus l'infini. Hein. Donc, moins l'infini, 0, plus l'infini. De même, les f de x sont aussi une échelle, Madame Miyashita, les f de x tendent vers moins l'infini, hein, par là, on pourra toujours descendre plus vers moins l'infini. Si on remonte, f de x vaut 0, hein, et enfin, les f de x tendent vers plus l'infini. On va vers plus l'infini par là-bas. Bien. Est-ce qu'on a situé un peu les choses, hein? Donc on a dit que c'était orthogonal, qu'il y avait une même norme. Bon. Alors, première question, donner l'intervalle de définition de f de x. Alors, quel est l'intervalle de définition de f de x? Attention, hein, attention, Madame Miyashita, on prend, hein, l'intervalle de définition de f de x. On peut l'écrire d de f. Vous dites aussi souvent les conditions d'existence en Suisse. Bon, moi, j'ai plutôt appris domaine de définition de f de x, hein, le domaine de f de x, ou encore que l'on écrit aussi le domaine de f, hein, le domaine de f, attention, le domaine de f, ce sont tous ces x-là, hein, y compris alpha et bêta, car on voit que alpha et bêta ont une valeur, f de alpha, ainsi que bêta, f de bêta. Donc il y a valeur ici et valeur ici. Par conséquent, alpha et bêta sont définis et appartiennent à l'intervalle de définition. On pourrait donc écrire que d de f, c'est égal à l'intervalle, hein, on peut l'écrire sous forme d'intervalle, voilà, qui va de alpha, pour ce que l'on en voit, hein, qui va de alpha jusqu'à bêta. Et comme alpha et bêta sont définis,
on les prend, les accolades sont fermées. Hein. On prend les deux valeurs alpha et bêta. Bien, on aurait pu écrire cet ensemble différemment, on aurait pu l'écrire, pourquoi pas, en compréhension. Hein. On aurait pu écrire que l'ensemble D de F, c'est égal à l'ensemble des X appartenant à R. Hein. Alors, les X appartenant à R, oui, mais lesquels tels que X soit compris entre alpha et bêta. Et regardez bien, j'ai fait exprès l'erreur, j'ai compris X entre alpha et bêta, et pourtant il manque quelque chose de très important ici, j'en ai fait exprès. Hein. X, les X, voilà tous les X, hein, compris entre alpha et bêta. Mais X peut aussi être égal à alpha ou à bêta. Par conséquent, c'est l'ensemble des X appartenant à R, tel que X soit compris, soit plus grand ou égal à alpha. De même, tel que X soit inférieur ou égal à bêta. Regardez bien, ce qui correspond avec le schéma du dessus, D de F, c'est l'ensemble, c'est l'intervalle qui va de alpha et bêta inclus. En compréhension, c'est donc normal que je fasse très attention, eh bien en compréhension, c'est l'ensemble des X appartenant à R, oui mais lesquels, tels que X soit compris entre alpha et bêta, et X pouvant être égal, aussi pourquoi pas, à alpha et à bêta. Et là, ma définition en compréhension est faite bien, elle est bonne. Hein, voilà. On va couper, je pense. Oui, allez-y, Madame Miyashita, vous pouvez couper. Hein. Balayer s'il y a besoin, et puis on coupe. D'accord. Oui, c'est bien. Oui, un peu plus vite. Eux, ils peuvent faire arrêt sur l'image. Et puis juste là. Voilà. Voilà. C'est bien. Allez, deuxième question. Donnez l'ensemble d'arrivées de f de x. Qu'est-ce que c'est un ensemble d'arrivées? Ça, vous ne savez peut-être pas. Alors, avant de parler d'un ensemble d'arrivées, voilà un ensemble d'arrivées, par exemple. Hein. Qu'est-ce que c'est? Pour qu'il y ait un ensemble d'arrivées, hein, mais appelons-le grand A comme arrivée, il faut qu'il y ait un ensemble de départ. Voyons sur le graphe ici, qu'est-ce que c'est un ensemble de départ? Un ensemble de départ, en fait, c'est l'ensemble de définition. Ici, l'ensemble de départ, quel est-il? Ce sont tous les x. Hein. L'ensemble de départ, je répète, ce sont tous les x hein, qui sont définis. Qui, modulés dans la fonction f de x, nous donne une valeur. Ainsi, par exemple, pour x0, hein, pour x0 appartenant à l'intervalle de définition, il existe f de x0. De même pour alpha, appartenant à l'intervalle de définition, donc appartenant au domaine de départ, il existe un f de alpha. Et pour bêta, c'est la même chose. Et pour tous les x ici, il existe un f de quelque chose. Hein. Si je prends un x ici qui s'appelle, encore une fois, allez celui-là, x1, eh bien il existe un f de x1. Donc, on a figuré les choses comme ça, à l'aide d'une image. On a l'ensemble de départ, appelons-le grand D comme départ, l'ensemble de départ, qui correspond, en fait pour nous aussi, à l'ensemble de définition. C'est la même chose. Hein. Dans l'ensemble de départ, on a des éléments. Hein. Quels sont-ils ces éléments? Ce sont les x, puisqu'on a vu que l'ensemble de départ, c'était l'ensemble de définition. Donc ces éléments, les éléments qui sont dans l'ensemble de départ, s'appellent les x. Dans l'ensemble d'arrivée, qu'est-ce qu'on a? On a les f de x. Comment a-t-on pu mettre les x et les f de x en... Il faut que je baisse le son, sinon on va avoir des problèmes. Comment a-t-on pu mettre en relation les x et les f de x?
dans le cas ici présent, par la relation f. Voilà, on a une relation f qui nous donne ça à peu près, hein. Y compris celui-là, il m'en manquait un. Bien. Ça, c'est l'ensemble des f de x. Ça, c'est l'ensemble des x. Ça, c'est l'ensemble d'arrivées. L'ensemble d'arrivées, regardons-le. Le voilà, l'ensemble d'arrivées. C'est l'ensemble, hein, c'est l'ensemble qui correspond à tous les f de x, quels qu'ils soient, compris entre alpha et bêta. Donc on part de alpha en x jusqu'à bêta. Et bien tous les f de alpha, f de x de 0, f de x1, f de bêta, ça nous donne les f de alpha, f de x0, f de x1 jusqu'à f de bêta. Hein. Tous ces f de x là. Donc c'est ça notre ensemble d'arrivées. Alors écrivons-le. Quel est l'ensemble? Donner l'ensemble d'arrivées de f de x, hein, eh bien on peut dire que l'ensemble d'arrivées, attention, l'ensemble d'arrivées, on aurait pu dire aussi, pourquoi pas l'intervalle d'arrivée, je ne me souviens pas d'avoir vu écrit l'intervalle d'arrivée, mais enfin, on pourra toujours parler d'ensemble d'arrivées. L'ensemble d'arrivées, ben, c'est l'ensemble, c'est égal à l'ensemble qui part donc du plus petit f de alpha, hein, jusqu'à f de bêta. Voilà, on aurait pu, alors attention, f de alpha existe, donc on ferme l'intervalle, et f de bêta existe, on ferme aussi l'intervalle. On aurait pu aussi, pourquoi pas, l'écrire en compréhension, hein. On aurait pu dire que l'ensemble d'arrivées, c'est égal à l'ensemble des f de x appartenant à R, tel que f de x soit compris ou égal, ne l'oubliez pas, ou égal, car nos bornes, les bornes de notre intervalle sont fermées, c'est-à-dire que f de x peut être égal à f de alpha ou à f de bêta. Et je ferme mon accolade, et voilà. Hein. Donc l'ensemble d'arrivées, c'est l'intervalle fermé de f de alpha jusqu'à f de bêta. Ou encore, en compréhension, c'est l'ensemble des f de x appartenant à R, tel que f de x soit compris au sens large, on appelle ça sens large, soit compris au sens large entre f de alpha et f de bêta. Le voilà donc cet ensemble, visionnons-le ensemble, le voilà, c'est tout ça. Hein. Voilà. De même, on avait vu donc, c'est l'ensemble des f de x, c'est l'ensemble d'arrivées. Hein, c'est peut-être nouveau pour vous, ça, ce mot arrivée. Hein. Il correspond à quoi? Regardez bien encore une fois. L'ensemble de départ correspond au domaine de définition. C'est de là qu'on injecte les x dans une relation qui s'appelle, par exemple, f de x, et qui nous donne des f de x quelconques, hein. Par exemple, à x0, pour le x qui s'appelle x0, correspond f de x0. Un peu de vocabulaire, l'ensemble de départ, l'ensemble des x, on appelle ça aussi les antécédents. On appelle ça aussi l'ensemble des antécédents. L'ensemble des antécédents. De même, les f de x ici, hein, les f de x, ou disons les éléments qui reçoivent par la relation f, qui reçoivent x par la relation f, on appelle ça, donc, enfin, pour nous, ce sont les f de x, on appelle ça l'ensemble des images. Ainsi, par exemple, f de x0, ici, hein, qui est une valeur, c'est un nombre, f de x0 est l'image de x0. Alpha est ici, f de alpha est ici, par exemple, f de alpha est l'image de alpha. Et ainsi de suite, f de bêta est l'image de bêta. x0, c'est vu, x1, f de x1 est l'image de x1. De même, on pourrait passer à l'envers et dire que x0 c'est l'antécédent de f de x0.
alpha, c'est l'antécédent de f de alpha, et ainsi de suite. Et x1, c'est l'antécédent de f de x1. Rappelez-vous, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des antécédents. L'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des images. Voilà, c'est bien. On ne va pas rentrer davantage là-dessus. C'est une image pour aider à comprendre. Hein. Bien, c'est bon, Madame Miyashita, vous pouvez prendre tout. Et puis, oui, ah, on va faire comme ça. Je vais le faire, voilà. Très bien. Et voilà. Tato. Ok, on y va. Bon, allez, troisième question. F de x est-elle positive, négative ou nulle? Bon, d'une façon visuelle. Hein. D'une façon visuelle, pas de grosses démonstrations, c'est pour apprendre à se repérer un peu, pour ceux qui auraient du mal, sur un repère autonomé. Alors, f de x est-elle positive ou négative? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde l'intervalle de définition, ou est-ce qu'on regarde, donc, qui est l'intervalle de départ, ou est-ce qu'on regarde le domaine d'arrivée? On regarde bien sûr le domaine d'arrivée. Ce sont les valeurs, cette fois-ci, ce sont les valeurs de f de x qui nous intéressent. Rappelez-vous que l'axe des f de x, g de x, h de x, n'importe quoi fonction de x, c'est l'axe vertical et c'est une échelle. C'est une échelle qui part des valeurs très basses, très lointaines, de moins l'infini, jusqu'à la valeur 0, ici, et qui monte vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on voit d'une façon visuelle? On voit que f de alpha, f de alpha est supérieur, strictement supérieur à 0. Hein. Et de même, tous les f de x, entre f de alpha jusqu'à f de bêta, hein, tous ces f-là, hein, sont supérieurs, tous les f de x, hein, que l'on voit, hein, sont supérieurs à f de alpha. Par conséquent, hein, pour nous, ça va entraîner que la fonction f de x, hein, là c'est quel que soit f de x, hein, quel que soit f de x, donc tous ces f de x là, je répète, sont supérieurs strictement à f de alpha, ce qui entraîne que la fonction f de x est strictement supérieure à 0, c'est-à-dire qu'elle est positive. Donc si elle est strictement supérieure à 0, tout le temps, elle ne peut pas être négative ou égale à 0. D'ailleurs, pour qu'on se rappelle peut-être, pour que la fonction f de x soit égale à 0, il faudrait qu'elle coupe. Hein. C'est le cas par exemple quand on a affaire à des paraboles. Rappelez-vous, voilà, hein, on cherche les racines. Eh bien les racines, les voilà. Ce sont les endroits où la parabole, les racines ou les solutions, ce sont les endroits où la parabole coupe l'axe des abscisses. De même, une autre fonction, je ne sais pas, n'importe laquelle, une fonction h de x qui ferait ça, bon, et bien ici, h de x coupe l'axe des x, donc là, c'est la valeur racine qui annule h de x. Là, ce sont les valeurs racines qui annulent la fonction parabolique. Bon, et bien ici, on n'a rien qui annule. Encore une fois, on ne sait pas le passé de cette courbe, on ne sait pas l'avenir, on ne la regarde que sur cette petite portion, hein, sur cet intervalle, et on voit que la fonction ne coupe pas l'axe des x, donc elle n'est pas égale à 0. De même, on a vu ici que tous les f de x étaient supérieurs à f de alpha, et que f de alpha était lui-même supérieur à 0. Hein. Par conséquent, tous les f de x, toute la fonction f de x, et pour ce qu'on en voit, est supérieur à 0 strictement. Voilà. Voilà, on a répondu à la question. C'était pas très compliqué. C'est pour apprendre toujours à s'orienter, à se repérer un peu. Bien, Madame Miyashita, je vais le faire. Hein, je vous laisse prendre les fils. Voilà. On regarde vite fait. Donc la question f de x est-elle positive, négative ou nulle?
Et on a ici quelques explications. Voilà. Bien. Bien, question suivante. La question numéro 4. Sur son intervalle de définition, donc son petit domaine de définition, hein, qui n'est qu'un intervalle de définition qui peut être seulement qu'une partie du domaine de définition, sur son intervalle de définition, donnez le sens de variation de f de x. Bon, qu'est-ce que ça veut dire de donner le sens de variation de f de x? Ça veut dire quand celle-ci est croissante ou décroissante, ou strictement croissante, ou strictement décroissante. Bon, ici, alors allons voir ici, qu'est-ce qu'on voit? En fait, si on ne fait que regarder les choses, on voit qu'elle est strictement croissante. Hein. Réécrivons un peu une formulation du fait qu'elle soit strictement croissante. Alors, on va commenter après. Hein. Si quel que soit x0 appartenant, alors appartenant, on va dire, j'expliquerai après, appartenant à l'intervalle alpha, bêta. Et bêta, je ne le prends pas. Bon, autrement dit, x0, Madame Yashita, autrement dit, x0 peut être là, y compris en alpha. x0 peut être égal à alpha. x0 et alpha sont des étiquettes. Hein. x0 a tout à fait le droit d'être égal à alpha. Hein. Jusque-là, mais il ne peut pas être bêta. Il peut s'approcher de bêta extrêmement près, mais il ne peut pas être égal à bêta. Hein. Donc, si quel que soit x0 appartenant à l'intervalle alpha compris, bêta non compris, et si quel que soit x1 appartenant à l'intervalle alpha non compris, bêta compris, autrement dit x1, autrement dit x1 peut être égal à bêta. Il peut être égal à bêta. Rappelez-vous, bêta et x1 sont des étiquettes. x1 peut être égal à bêta. Il peut être partout ici, x1, mais il peut s'approcher de alpha, mais il ne peut pas être égal à alpha, on l'a dit ici. Il ne peut pas être égal à alpha. Donc, si quel que soit x0 appartenant à alpha, bêta non compris, et si quel que soit x1 appartenant à alpha non compris jusqu'à bêta compris, avec x0 strictement inférieur à x1 entraîne que f de x0 est lui aussi strictement inférieur à f de x1, alors la fonction f de x est strictement, je vais appuyer, est strictement, ça n'a pas amélioré, est strictement croissante. Attention, c'est insuffisant ce que j'ai dit là. Alors la fonction f de x est strictement croissante, où ça? Sur l'intervalle de définition. Sur l'intervalle, il faut que je le précise. Sur l'intervalle de définition. Alors, on y va, essayons d'expliquer un peu. Parce que j'ai fait quelques petites restrictions. Si quel que soit, on l'a dit, si quel que soit x0 appartenant à alpha, bêta non compris, donc x0 peut être toutes ces valeurs-là, alpha y compris. Mais il ne peut pas être bêta, il s'arrête avant. Hein. Et si, je vais peut-être prendre du vert, et si, Madame Yashita, et si quel que soit x1 appartenant à alpha non compris, jusqu'à bêta compris. Alors,
x1 ne peut pas être égal à alpha. Il peut être avant alpha, mais il ne peut pas être égal à alpha. Par contre, il peut être égal à bêta. Avec x0 inférieur à x1. Avec x0 strictement inférieur à x1. Cela veut dire que quel que soit x0, si je prends x0 ici, par exemple, hein, si mon x0 est là, la formulation que j'ai dite, hein, m'oblige à prendre x1 supérieur à x0, donc par là. Si je prends x0 ici, alors x1 ne peut être que par là. Si je prends x0 ici, x1 ne peut être que par là. Il ne peut pas être là. Hein. Et enfin, si je m'approche et que x0 s'approche de bêta, et très très près, si x0 est le nombre juste avant bêta, alors x1 est bêta. Voilà pourquoi j'ai fait deux petites restrictions. Hein. Donc, où que soit placé x0, x1 lui est toujours supérieur. Bon, c'est une chose. Donc, avec x0 strictement inférieur à x1, si cela entraîne que f de x0 est inférieur à f de x1, alors la fonction est strictement croissante. Regardez bien, quel que soit x0, prenons-le ici, hein, voilà, que vaut f de x0, le voilà. Voilà mon f de x0. Bon, quel que soit x0, lui correspond à f de x0. Quel que soit x0, x1, il existe un x1 tel que x0 soit inférieur à x1. Allez, prenons x1 ici. x1 peut être dans ce domaine-là. Hein. Prenons x1 ici. On voit que f de x1, on voit que f de x1 est supérieur à f de x0. x1 est supérieur à x0, madame Yashita. x1 est supérieur à x0 et ça entraîne que f de x1 est supérieur à f de x0. Et oui, supérieur, rappelez-vous qu'ici c'est une échelle. Hein, 0, 1, 2, 3, etc. 4, 5. On voit que f de x1, la valeur f, le nombre f de x1 est supérieur au nombre f de x0. Et cela, quel que soit x1 supérieur à x0. Ou autrement, quel que soit x0 strictement inférieur à x1. Quel que soit x0 strictement inférieur à x1, f de x0 est strictement inférieur à f de x1. Voilà. Bon, on a expliqué ça. On va déjà reprendre tout ça avant de continuer. Allez-y, madame Miyashita, je vais prendre avec vous. Voilà. Alors, on repart, donc on reprend notre exemple. Notre question, c'était sur son intervalle de définition, donner le sens de variation de f de x. Résumons un peu ce qu'on a fait. Si quel que soit x0 et quel que soit x1 appartenant à i c'est par exemple le nom de l'intervalle. Hein. Donc si quel que soit x0 et quel que soit x1 appartenant à i, et que x0 soit strictement inférieur à x1, entraîne que f de x0 est strictement inférieur à f de x1, alors la fonction f de x est strictement croissante sur l'intervalle i. Bien. Alors maintenant, si la fonction est strictement croissante sur i, sur l'intervalle i, hein, qui est l'intervalle de définition, alors on a une bijection. On a une bijection sur i. Hein.
je ne m'occupe que de i. Hein. Je ne connais pas le passé de cette fonction, je ne sais même pas si elle a un passé, je ne sais pas non plus si elle a un avenir. Pour moi, je n'ai qu'un intervalle de définition, et je n'observe que cette petite portion de courbe. Hein. Donc, je peux dire que si la fonction est strictement croissante, hein, on a affaire à une bijection. Une bijection, je le rappelle, sur l'intervalle, hein, puisque je ne connais ni le passé ni l'avenir. Hein. On a donc une bijection sur l'intervalle. Qu'est-ce que c'est une bijection? Allez, venez voir par là, Madame Yashita. Qu'est-ce que c'est une bijection? Imaginons la chose, soit l'ensemble de départ, on se rappelle, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des x. C'est aussi pour nous l'ensemble de définition. Hein. Donc, ici sont contenus tous les x de l'intervalle, en partant de alpha jusqu'à bêta. Bon, moi j'ai mis d'autres étiquettes, c'est pas grave, ce ne sont que des étiquettes. J'aurais pu mettre aussi alpha et bêta, je ne l'ai pas fait, bon tant pis. Hein. Donc, x0, x1, x2 et x et des poussières. Hein. C'est l'ensemble de départ. On avait dit aussi que l'ensemble de départ, c'était l'ensemble des antécédents. À cet ensemble de départ correspond un ensemble d'arrivées. L'ensemble d'arrivées, on a vu, c'était l'ensemble des images. En effet, à x0 correspond f de x0. À x1 correspond f de x1. À x2 correspond f de x2. Et à x et des poussières correspond f de x et des poussières. Hein. Alors, pourquoi a-t-on donc une bijection? Remarquez un peu l'allure du dessin. Regardez, de l'ensemble de départ, à chaque x, par une flèche et une seule. De même, à l'ensemble d'arrivée, à chaque élément, à chaque image, hein, à chaque élément de l'ensemble d'arrivée, arrive une flèche et une seule. Bon, réécrivons un peu plus mathématiquement et commentons, disons, pourquoi pas, une formule sur la bijection. Si, quel que soit x0 et quel que soit x1 appartenant à l'ensemble de départ, hein, appartenant à D. Hein. Si quel que soit x0 et quel que soit x1 appartenant à D, avec x0 différent de x1, hein, avec x0 différent de x1, il existe... Alors, attendez, mon français n'est pas très bon là. C'est le si qui va nous ennuyer. J'enlève le si, je recommence. Quel que soit x0 et quel que soit x1 appartenant à D, avec x0 différent de x1, il existe f de x0 différent de f de x1. Est-ce que je suis d'accord? Oui. Hein. Bon, quel que soit. Donc ça veut dire quel que soit x0 et x1, hein, appartenant à l'ensemble de départ. Appartenant donc, l'ensemble de départ, on a vu qu'on l'avait appelé D, c'est notre ensemble de définition. Hein, avec x0 différent de x1. Vous allez me dire, ah oui, x0 est forcément différent de x1. Pas forcément. Pas forcément. x0, un même élément, peut avoir plusieurs noms. Une infinité de noms. Ainsi, il pourrait s'appeler x0, et le même élément pourrait s'appeler x1. Donc, encore faut-il que je précise que x0 doit être différent de x1. Hein? Donc, en précisant que x0 est différent de x1, s'il existe f de x0 qui lui-même est différent de f de x1, on ne voit pas, Madame Yashita, oui, hein. S'il existe f de x0 différent de f de x1, alors on a une bijection. D'ailleurs, est-ce que je n'avais pas fait ça mieux? Est-ce que sur mon papier, je n'avais pas écrit la chose mieux? Oui.
C'est ça, oui, pour quel que soit. Hein. Oui, j'avais mis sur mon papier pour quel que soit. Donc, pour quel que soit x0 et quel que soit x1 appartenant à D, avec x0 différent de x1, je rappelle que x0 et x1 sont des étiquettes, il faut préciser que donc que x0 est différent de x1, il existe f de x0 différent de f de x1, alors on a bijection. Regardez bien, on explique, x0 est différent de f de x1. Ok. Leur correspondent f de x0 et f de x1. Et f de x0 et f de x1 sont deux choses bel et bien séparées. Donc, elles sont différentes. Imageons encore, bon, vous allez me dire c'est un peu gros, vous avez peut-être du mal à saisir le message. On va donc imager à travers quelques petites fonctions et on va voir comment reconnaître une bijection. Bien, la mèche à couper, que j'efface. Oui, balayer, oui. Oui, alors pour reparler encore un peu, parce que les choses n'ont peut-être pas été très claires concernant la bijection, donc on a dit quel que soit x0 et quel que soit x1. Allez, on est en bijection, hein, on n'est plus sur le phénomène qu'elle soit strictement croissante. Prenons quel que soit x0, voilà x0 ici, hein, et x1 ici, quel que soit x1, hein, il existe un f de x0, c'est vrai, il existe un f de x0, le voilà. Il existe un f de x1, oui, voilà. Allez, reprenons la formule. Quel que soit x0 et quel que soit x1, appartenant à l'intervalle, donc compris entre alpha et bêta, hein, avec x0 différent de x1, Madame Yashita, vous n'avez rien du tout là. Vous n'avez rien du tout. Il n'y a pas du tout là. Voilà, alors je recommence. J'ai dit quel que soit x0, quel que soit x1 appartenant à D, hein, appartenant à l'intervalle de définition, avec x0 différent de x1, oui, on voit qu'ils sont différents, hein, ils n'ont pas la même valeur sur l'échelle des x. Il existe f de x0 qui correspond à x0, il existe f de x1 qui correspond à x1, et on voit que les valeurs f de x0 et f de x1 sont différentes. Il en serait de même si je prenais un x2 ici, différent de x0 et différent de x1. À ce x2 correspond un f de x2 et on voit, bon, d'une façon visuelle, ça n'est pas une démonstration, on voit que f de xe a une valeur différente, forcément, il a forcément une valeur différente de x1 et de x0, ainsi que de f de alpha et de f de bêta. Hein? Bien, c'est bon, coupé. Bien, alors revenons à la définition de la bijection. Hein. Quel que soit x0 et quel que soit x1 appartenant à D, on l'a dit, l'ensemble D, l'ensemble de départ, avec x0 différent de x1, il existe, hein, x0 différent de x1, hein, ils sont bien différents, il existe f de x0, oui, différent de f de x1, ok. Hein. Voilà la bijection. Qu'est-ce qui ne serait pas une bijection? Par exemple, ce schéma-là. Prenons ce schéma-là, en haut, oui, celui de gauche. Hein. On voit ici l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Est-ce que c'est une bijection? Bon, examinons. Examinons l'ensemble de départ par rapport à la formule. Quel que soit x0 et quel que soit x0, et quel que soit x1 appartenant à l'ensemble de départ, on voit que, x avec x0 différent de x1, il existe f de x0, différent de f de x1. Eh bien non, regardez, ici dans l'ensemble d'arrivée,
Bon, celui-ci, f de x0, est bien image de x0. Marquons-le. F de x0 est bien image de x0. Prenons maintenant x1 ici et x2. x1 est bien différent, x1 est bien différent de x2. Mais, on voit que f de x1 est égal à f de x2. Par conséquent, on n'a pas bijection. La formule, rappelez-vous, la formule, Madame Yashita ici, la formule plus bas, quel que soit x0 et quel que soit x1 appartenant à l'ensemble de départ, avec x0 différent de x1, il existe f de x0. Donc il faut qu'il existe f de x0 qui soit différent de f de x1. Voilà. Donc ici, on revient ici, Madame Yashita, ici on a dit il n'y a pas bijection. Allez, examinons le deuxième. Examinons le deuxième, regardez le deuxième, par exemple, voilà, remettons des noms, x0, x1, x2, là, on va l'appeler f de x0, f de x1, f de x2. Alors, a-t-on une bijection? Bon, quel que soit x0, x1, x2, avec x0 différent de x1, différent de x2, il existe f de x0 différent de f de x1 différent de f de x2. Donc on est censé supposer qu'il y a bijection. Et non, il n'y a pas bijection. Pourquoi? Parce que cet élément-là n'est pas image. Cet élément-là n'est pas image d'un antécédent. Autrement dit, il n'existe pas ici un x quelque chose qui le mette en rapport. Donc, ça fait qu'on n'a pas une bijection. Voilà. Allez, on passe au suivant, Madame Yashita. On passe au suivant. Le suivant, c'est celui-là. Reprenons nos notations. x0, x1, x2. Ici, on va mettre f de x1, f de x2. Alors ici, quel que soit x0 différent de x1 différent de x2, il existe bien effectivement f de x1, on voit mal ici, je vais le réécrire. Il existe effectivement f de x1 différent de f de x2, mais il n'existe pas f de x0. Et quel que soit x0, il faut qu'il existe f de x0. Non seulement il faut qu'il existe f de x0, mais en plus il faut que f de x0 soit différent de x1 et de x2. Ici, il n'existe pas f de x0, par conséquent, on n'a pas une bijection. Voilà encore un cas où on n'a pas une bijection. Allez, on prend le dernier, Madame Yashita, on va dire x0, x1, x2, là on va dire f de x0, par exemple, là on va dire aussi f de x0, f de x1, f de x2. Bon, ici bien sûr on s'en doute, il n'y a pas de bijection, parce que bon, a priori on voit d'abord que x0 est différent de x1 et de x2. Ça va. Mais on voit que l'élément x0 est en relation avec deux f de x0. Il faut qu'il existe un seul f de x. Il faut qu'il existe un seul f de x0. Un seul, et c'est tout. Il en existe deux ici. Par conséquent, on n'a pas une bijection. Voilà. Bon, c'est fini. C'est fini. On va passer à la suivante. Oui, on avait bien expliqué. Voilà, bon, ce sont des premières idées. On aura occasion toujours de revenir sur ce qu'est une bijection, sur des petits exercices comme ça, de ce que c'est qu'une bijection, de ce que c'est que quelque chose qui est strictement croissant, strictement décroissant. Ah oui, j'ai oublié de résumer aussi la fin. De manière générale, je vous le lis, de manière générale, une fonction qui sera strictement croissante, oui,
De manière générale, une fonction qui sera strictement croissante sur un intervalle sera une bijection. De même, une fonction qui sera strictement décroissante sur un intervalle sera une bijection. Alors qu'est-ce qui ne sera pas une bijection, par exemple? Eh bien, ce sera une fonction croissante ou une fonction décroissante. S'il n'y a pas le strictement, dans la croissance ou dans la décroissance, alors on aura affaire à des fonctions croissantes ou décroissantes, et à ce moment-là, on n'aura pas de bijection. Bon, mais ne paniquez pas, des exemples, on en aura beaucoup à traiter et à voir. Hein. Là, c'est une introduction. Bien, Madame Yashita, vous avez pris? Vous avez tout pris? Tout est pris? Fini, oui. Alors, coupez, c'est bon. Bien, Madame Yashita. Alors,